Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Évidemment, bien dans son job, aujourd'hui, on s'intéresse aux jeunes à travers un rapport passionnant. Les jeunes et l'emploi, et pas seulement d'ailleurs. On y reviendra avec Mathieu Maucor, il est délégué interministériel à la jeunesse. 6 mois de travail avec les jeunes, en prise directe avec les jeunes. Il va nous dévoiler les grandes lignes de ce rapport. Le livre de Smart Job, le feedback, c'est un sujet important. Le pouvoir des conversations, sorti chez Duno. Son auteur sera avec nous, Stéphane Moriou. Il est auteur, conférencier et coach à la tête de More Human. Et puis le cercle RH, le cercle des experts, notre dernier cercle des experts de la saison. La première ministre qui reçoit les syndicats, il y aura la CGT. On va revenir sur la loi plein emploi. On a beaucoup parlé de France Travail, on y reviendra. Ce sont des débats au Sénat. On parlera de la précarisation du travail chez les jeunes en particulier. Et puis les vacances, bah oui, c'est intéressant de finir par un sujet vacances. Est-ce qu'en vacances, vous continuez à bosser? On en saura plus avec nos invités et nos experts. Et puis enfin, dans Fenêtre sur l'emploi, gestion RH et la technologie sont-ils de bons amis? On en parlera avec Marc Bruzzo, il est le directeur général du Business Unit HCM France chez Cegid. Il organisait un grand événement à la Mutualité, justement pour parler de la technologie. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler des jeunes. Alors on en a beaucoup parlé pendant cette saison de ces jeunes. Un rapport est sorti avec des propositions concrètes et il émane de vous, Mathieu Maucor. Alors je dis de vous, c'est impropre d'ailleurs, il émane de vous et des jeunes qui ont travaillé sur ce rapport. Vous êtes le délégué interministériel à la jeunesse et vous allez nous dévoiler les grandes lignes de ce rapport qui n'est pas qu'un rapport qui va caler une armoire mais qui est un vrai rapport concret avec des éléments extrêmement concrets. D'abord, juste un mot quand même. Des émeutes qui ont incendié certaines petites villes, certaines grandes villes, menées par des jeunes, parfois des mineurs. Comment vous avez regardé ces événements dramatiques ? Un regard à la fois très attristé bien sûr pour toutes les personnes qui ont été victimes des violences urbaines qui nous ont touchés ces dernières semaines, et attristé aussi sur l'image que ça pouvait renvoyer. Moi je crois qu'il faut qu'on s'épargne de toute généralité en la matière. C'est vraiment une minorité de jeunes qui ont été amenés à commettre ces actes. Il faut condamner très fortement, continuer à appeler au calme, et c'est parti d'un événement, d'un drame absolu qui a touché le jeune Naël à Nanterre il y a quelques jours et qui je crois avait déclenché une vague d'émotions qui, elle, nous interpelle sur le besoin de continuer à dialoguer très fortement dans notre pays, le besoin d'égalité des chances encore plus peut-être dans la période qui va suivre. L'égalité des chances, les quartiers prioritaires de la ville et une méthodologie. Revenons à votre rapport parce que ce qui est vraiment intéressant, d'abord vous êtes je le dis très calmement de ma fenêtre, un délégué interministériel jeune. Vous avez accompagné des jeunes et on va voir ces images qui sont, je trouve, assez incroyables, qui montrent la méthodologie, des images où des jeunes venus de partout ont pu, et là c'est intéressant parce qu'il y a des jeunes très jeunes et puis des jeunes moins jeunes, 16-25, là c'était un jeune d'un conseil municipal j'imagine, ouais, et qui ont pu dialoguer en direct avec la Première ministre. Racontez-nous. Ouais, c'était vraiment une volonté d'Elisabeth Borne, la Première ministre, d'accueillir des jeunes tous les mois à Matignon, entre le mois de janvier et le mois de mai. On a eu l'occasion d'accueillir une quarantaine de jeunes qui sont venus nous partager leurs propositions, leurs constats aussi. Ils avaient à chaque fois 2-3 minutes de temps de parole. Ils ont tous joué le jeu pour essayer de se concentrer sur un peu le jeu. C'était si j'étais Première ministre pour les jeunes, je ferais ça. Et à côté de ça, il y en a certains qui ont souhaité participer à des groupes de travail d'une vingtaine de personnes qu'on a mis en place sur 4 grandes thématiques. On a parlé insertion professionnelle, on a parlé vie quotidienne, on a parlé écologie, on a parlé citoyenneté. Et in fine, ça a abouti à une trentaine de propositions qui ont été formulées par ces jeunes qui ont vraiment bossé. Je tiens à le dire parce que, vous savez, sur ce type de consultation, d'ordinaire, évidemment on travaille, mais on laisse les gens travailler dans leur coin et puis à la fin on récupère les propositions. Là on a essayé de faire un truc un peu original où dès le début on s'est dit qu'il allait falloir qu'on se parle tout le temps, et donc on a essayé de les faire se rencontrer avec des gens de l'État, des entreprises, etc., pour pas juste avoir un intitulé en une ligne, mais pour vraiment creuser chaque proposition, et c'est ça qui a été très intéressant. 5 rencontres jeunesse à Matignon, on vient d'en voir un extrait, et effectivement la Première ministre s'est prêtée au jeu, et elle a joué le jeu, et elle a eu cet échange qui donnait finalement presque une autre image de ce qu'on peut avoir dans les grands médias. Et puis ensuite il y a
tout ce qui a émergé, cette espèce de grand débat de la jeunesse, parce que c'est ça que vous avez créé, 6 mois de boulot pour aboutir à des éléments, alors à la fois des éléments sur lesquels vous êtes en train de bosser, parce qu'il y a des choses où les jeunes vous challengent, puis il y a des éléments très concrets. Je voyais là une mesure très concrète, c'est septembre, dès la classe de 5e, visite en entreprise et mentorat. Ça, c'est concret. C'est très concret, c'est un des 3 besoins principaux qui est ressorti, le besoin de s'orienter correctement. Connaître les formations, connaître les métiers. On estime aujourd'hui qu'un jeune en classe de 3e connaît en moyenne 10 à 15 métiers. C'est pas beaucoup pour savoir ce qu'on veut faire dans la vie. Ouais, c'est son environnement proche. Et finalement, en fait, on a une forme de droit au rêve à réinventer un peu dans notre pays. Et pour ça, on a 2 mesures que nous ont suggérées les jeunes et qu'on a reprises. C'est des temps dédiés sur la découverte des métiers dès la classe de 5e, puis 4e, puis 3e, dans tous les collèges. Avant, c'était 3e. Alors, avant, il y avait un peu la 3e et il y a eu une expérimentation qui a été menée dans quelques centaines de collèges cette année pour commencer à faire la découverte des métiers en 5e. Mais là, on le généralise à tous les établissements, donc 10 fois plus d'établissements, dès la rentrée de septembre. Donc, ça va être des visites en entreprise, ça va être des accueils de professionnels, ça va être des échanges, peut-être en visio parfois avec des professionnels, comme vous, Arnaud Ardouin, comme moi, comme d'autres, qui pourront se prêter au jeu. Et d'ailleurs, toutes les entreprises qui ont envie de participer, tous les professionnels qui ont envie de participer à ce grand mouvement sont les bienvenus. Mais d'un point de vue presque macro, vous qui avez travaillé à leur côté chaque jour, qui avez fait naître ce rapport remis par les jeunes à la Première ministre, faut-il le préciser, qu'est-ce qu'ils nous disent, ces jeunes ? Vous n'êtes pas de leur génération, je ne suis pas de leur génération. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Besoin de mobilité, besoin d'avoir plus de pouvoir d'achat, besoin d'avoir plus de liberté. C'est quoi les grands sujets qui les animent ? Il y a 3 grands sujets qui ressortent de manière absolument incontournable. C'est les besoins financiers, évidemment, pouvoir d'achat. Ça ressort, bien sûr. Ensuite, le sujet de l'orientation, s'orienter correctement. Un jeune sur 2 qui n'est pas satisfait au lycée des informations qu'il a reçues précédemment pour pouvoir s'orienter. Et c'est du gâchis à tous les niveaux. C'est du gâchis pour les jeunes, c'est du gâchis pour les institutions qui les accueillent. Le 3e sujet, c'est la santé mentale qui ressort beaucoup. On a un jeune sur 5 qui a connu les mois précédents un symptôme dépressif. Aujourd'hui, en France, c'est 2 fois plus que ce qui était le cas avant le Covid. Et puis parfois, à la dépression, s'ajoutent des sujets de stress, de harcèlement à l'école. C'est vraiment un combat qu'il va falloir qu'on mène dans les prochaines semaines. Et puis enfin, il y a un 4e sujet, mais qui arrive souvent un tout petit peu après, qui est évidemment la préoccupation environnementale qui ressort profondément. Allez voir ce rapport, et il y a des éléments éminemment concrets. Je leur dis, c'est pas uniquement un rapport pour un rapport, c'est un rapport concret avec un comité interministériel, parce que qui va prolonger votre action, parce que là, le rapport a été remis. Comité interministériel, ça veut dire que l'ensemble des ministères doivent s'emparer de ces sujets. Oui, et ce qui est intéressant pour vos auditeurs, c'est qu'ils peuvent même aller regarder les premières annonces qui ont été faites. C'est-à-dire que non seulement les jeunes nous ont remis des propositions, mais le 21 juin dernier, la Première ministre a souhaité non seulement les recevoir, les propositions, mais en plus, d'ores et déjà, appuyer sur quelques boutons. Et donc, on a une douzaine de propositions qui se sont transformées tout de suite en décisions. Ça, c'est rare. Et on ne voulait pas laisser le temps de suspense habituel qu'il y a entre la remise d'un rapport ou de proposition et le temps de décision. Et moi, franchement, je tire mon chapeau là-dessus à la Première ministre qui s'est engagée personnellement dans ce combat qui est très important pour elle. Et voilà, il faut un engagement politique extrêmement fort pour avoir ce type de processus. Juste avant de nous quitter, Mathieu Maucor, c'est un peu mon tropisme, mais il y a eu aussi un travail de fait que je trouve très important sur l'engagement citoyen et l'éducation aux médias. Ça vous tenait très à cœur aussi. L'enjeu du numérique, la façon dont les jeunes s'informent, c'est un enjeu de démocratie. C'est un enjeu de démocratie très important. Je pense qu'on a tous connu l'enseignement moral et civique, vous savez, à l'école, ces heures plus ou moins réelles qu'on avait parfois avec notre prof d'histoire géo qui souvent rattrape un peu le programme et néglige un peu cette matière alors qu'elle est absolument essentielle. Et vous voyez, aucune critique dans ce que je viens de dire. Les professeurs ont beaucoup de contraintes sur eux. Mais on a souhaité, avec le ministre de l'Éducation nationale et la Première ministre, doubler à partir, alors pas de la rentrée de septembre, parce qu'il nous faut un peu de temps pour préparer tout ça correctement, mais à partir de septembre 2024, le volume d'heures qui va être consacré à l'éducation civique. Et dans cet enseignement civique et moral, on va mettre un gros bloc d'éducation aux médias parce que c'est essentiel pour notre démocratie. Merci Mathieu Maucor d'être venu nous rendre visite pour cette dernière émission. Allez voir ce rapport, on le consulte sur le... Oui, vous pouvez consulter surtout le dossier de presse du 21 juin dernier à Matignon qui liste les premières mesures très concrètes, le permis de conduire à 17 ans, le mentorat pour les jeunes, la découverte des métiers et bien d'autres que je vous invite à découvrir. Quel travail! Et on salue les jeunes qui se sont mis autour de la table et qui ont bossé comme des dingues. Voilà, les jeunes travaillent. Sincèrement, c'est assez unique comme processus, c'est très fier d'eux. Et ils en garderont, j'y pense, un souvenir impérissable. J'espère. Être à Matignon.
Matignon face à la Première ministre pour s'exprimer 3 minutes, c'est pas donné à tout le monde, en effet. Merci Mathieu Maucor, délégué interministériel à la jeunesse. C'est un vrai plaisir de vous accueillir sur le plateau de Smart Job. On tourne une page, c'est le cas de le lire, c'est le livre de Smart Job. Le livre de Smart Job, comme chaque semaine, notre dernier livre, on parle du feedback, le pouvoir des conversations, édition Duno. Son auteur est avec nous, Stéphane Moriou. Bonjour. Bonjour. Très jolie couverture, très dynamique, à l'image de votre livre d'ailleurs, construit. Quand on parle feedback, évidemment, ça nous renvoie à un échange, à deux, donc une conversation. Juste pour resituer vos enjeux, vous êtes coach, conférencier, mais auparavant, vous avez été le président de Manpower. Un des présidents. Un des présidents de Manpower. Pas de côté, et puis vous décidez de faire autre chose, de changer de vie en quelque sorte, mais quand même en vous inspirant de tout le vécu que vous aviez eu chez Manpower et dans vos expériences professionnelles. Pourquoi avoir choisi le feedback? Pourquoi pour vous, ce sujet est central? Alors, je pense que c'est lui qui m'a choisi, pour être tout à fait honnête. Je ne me suis pas levé un matin en me disant allez, tu vas faire un truc sur le feedback. Petit à petit, ça s'est dessiné. Et il se trouve que le feedback, c'est aux intersections de 3 de mes vies. Une vie d'enseignant-chercheur, une vie, effectivement, de dirigeant d'entreprise, et puis une vie de consultant, formateur, coach, etc., conférencier. On mélange tout ça, et puis finalement, sur un tout petit sujet, on arrive à écrire 250 pages et à passer un message. En fait, feedback, c'est un mot anglais, c'est un anglicisme, mais qui consiste à dire, en le mettant en français, fais-moi un retour de ce que je fais. Est-ce que c'est ça? Alors c'est presque ça, parce que ça c'est la notion du back. Back ça veut dire retour, mais il y a quand même l'idée du feed. Et feed ça veut dire nourrir, ça veut dire en réalité faire grandir. Donc c'est pas n'importe quel retour. Donc fais-moi une critique. Fais-moi une critique au sens noble de la critique. On est d'accord. Voilà. Comme le mot critique, malheureusement, dans le langage populaire, il n'est pas très bien perçu. Finalement, aujourd'hui, les organisations, les entreprises utilisent plus facilement ce mot-là. Le mot n'est pas très intéressant dans le fond. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a derrière, et c'est ce qu'on a essayé de mettre dans ce livre. Vous démarrez vos chapitres par des conversations qui viennent éclairer en fait différentes situations de feedback. L'une dans un restaurant, au café, on vous interpelle et il se passe quelque chose. Donc c'est très vivant. C'est pas un livre didactique, c'est un livre vivant. Il se passe des choses dans ce livre. L'idée des variations de feedback par chapitre, c'était quoi l'idée là dans votre narration, puisque c'est ce livre qui est venu à vous et pas vous qui êtes venu au livre? Alors il y avait déjà l'idée d'un voyage. C'est ça. Puisque je pars du nord de l'Angleterre et j'arrive à Lyon où je réside et je fais des arrêts et je rencontre des gens. Le feedback, c'est ça. C'est le road movie, quoi. C'est à un moment donné, on est en espèce d'intersection là, on se collisionne et puis il y a quelque chose qui sort de là. Donc j'ai voulu le faire en clin d'œil et c'est pour ça que chaque chapitre est introduit par une discussion, une conversation avec quelqu'un que j'admire. Exactement. Mais est-ce que le feedback n'est pas plus facile lorsqu'on est à l'extérieur? Est-ce que lorsque dans votre posture de coach et de conférencier ou de chercheur, il n'est pas plus facile de faire un feedback que quand on est président d'une des business units de Manpower? Parce que automatiquement s'installe un rapport hiérarchique, un rapport de tension. C'est pas si simple quand on est dans la boîte. Non, alors en fait, ce qu'on démontre, c'est que le feedback, c'est une langue et comme on la pratique pas très bien, c'est une langue étrangère. Un des messages clés, c'est de comprendre qu'on devient un maître Jedi du feedback, si on veut le dire comme ça, le jour où on est capable d'accepter le feedback sur le fait d'être en retard, donné par quelqu'un qui est plus en retard que vous. Le jour où vous comprenez ça, vous comprenez un truc essentiel dans la vie. Expliquez-moi, c'est passionnant ça. L'important, c'est pas le message, c'est le message. Et le jour où on comprend qu'on peut apprendre de n'importe qui, et pas seulement des gens qui ont une forme d'autorité, qui ont une forme de connaissance. Bien sûr, les sachants peuvent m'apprendre quelque chose, mais je peux apprendre de tout à chacun ici. Et c'est ça le feedback, c'est de réintroduire une manière de dialoguer qui nous permet d'apprendre les uns des autres sans être dans un rapport d'autorité. Pour le dire concrètement, ça peut être un taxi, parce que ça peut être un serveur de café, c'est votre road movie, c'est un peu votre histoire, c'est aussi un peu ce livre, mais le feedback, c'est aussi mon manager qui, avec plus ou moins de maladresse, va me faire un retour à chaud d'une réunion. Moi, je ne suis pas prêt à l'entendre. Comment on fait là ? Alors, il y a un des drames de la société, alors ça pour le coup c'est dans nos études scientifiques, c'est on a démontré que en moyenne sur 17 pays, 1 personne sur 2 déclare manquer de reconnaissance. C'est un drame de santé publique. Donc de feedback. Et donc de feedback. Oui. C'est-à-dire que si vous me donnez plus de feedback positif, si je vous donne plus de feedback positif, je grandis. Le jour où je dois vous dire un truc un peu plus challengeant, vous savez que je ne suis pas dans le jugement facile, vous savez que je ne suis pas en train d'essayer de vous imposer une idée, je suis en train d'essayer de partager quelque chose. Et ça, ce qu'on appelle nous des temps de qualité, c'est-à-dire un moment où on ne se juge pas
et des moments où on a une parole juste pour se faire grandir, en réalité, ces temps de qualité sont extrêmement rares. Ils sont rares parce que ce que vous me dites quand même, c'est qu'en amont, il faut avoir préparé ces espaces de qualité. On est bien d'accord. On est d'accord, c'est une langue. Cette langue, elle doit s'apprendre. Et on ne peut la pratiquer vraiment efficacement qu'avec des gens qui la partagent. Si je parle feedback, mais vous ne parlez pas feedback, forcément, on ne va pas complètement se confondre. Donc tout ce qu'on fait, au travers de ce livre et puis au travers de nos conférences, de nos formations, c'est d'apprendre à des gens, managers et collaborateurs, à se donner du feedback réciproquement. Parce que vous avez parlé du manager. Et à savoir le dire. Et oui, il y a le fond, la forme. Il y a le moment, il y a l'intention, mais il faut aussi bien apprendre aux managers à donner du feedback à leurs collaborateurs, leurs collaboratrices, mais il faut aussi apprendre aux collaborateurs, collaboratrices à donner du feedback à leurs managers et puis en réalité à tout le monde autour de soi. C'est un livre passionnant parce que, comme vous le dites, on a l'impression que c'est une micro-poussière et qu'en fait, elle ouvre ce que vous évoquez, la relation à la reconnaissance, à mon existence dans l'entreprise et parfois même à mon désengagement. Sans feedback, je me désengage, et si je me désengage, je me barre. Exactement. C'est ça le danger. C'est effectivement, il y a un enchaînement derrière tout ça. Alors c'est lié au fait qu'on vit une époque dans laquelle il y a une révolution des autorités. On le voit dans la vie publique, on le voit dans l'éducation nationale, on le voit dans les religions et on le voit dans l'entreprise. Les managers savent plus trop où se situer, on leur donne beaucoup de responsabilités, beaucoup de pression, beaucoup d'injonctions. Ça brouille un peu les cartes. Le feedback, c'est un petit outil, mais qui permet d'un seul coup, tel un cheval de Troie, de rentrer sur plein d'autres domaines. Je pense que le succès qu'on a eu est aussi lié à ça. C'est un mot qui ne fait pas trop peur et en fait, qui touche plein de trucs à côté. Livre passionnant parce que c'est un livre qui vous prend par la main, comme on dit en littérature, et qui vous embarque à travers des dialogues extrêmement riches et nourris, et qui sont nourris d'ailleurs, je pense, par votre propre expérience de votre propre vie. Feedback, le pouvoir des conversations. D'ailleurs, vous êtes le seul chercheur français à avoir traité de ce sujet aux États-Unis. Il y a beaucoup d'anglo-saxons qui le traitent, mais pas en France. Vous êtes le seul. Il faut le préciser. Merci Stéphane Moriot d'être venu nous rendre visite. Coach, auteur, conférencier, vous l'aurez compris, More Human. Ça, c'est le nom de votre structure. On fait une courte pause et on va revenir à l'actualité. Alors, il faudrait peut-être plus de feedback entre les syndicats et Matignon. En tout cas, rencontre à Matignon avec Elisabeth Borne en présence de la CGT. On parlera de la loi plein emploi, qui est la loi de réforme de Pôle emploi. C'est la loi France Travail. Et puis, on parlera aussi des vacances et de la précarisation des jeunes, oui, de plus en plus précaires. Voilà le programme. Il est riche et j'accueille les experts juste après la pause. Le cercle RH et les experts de Smart Job pour parler de l'actualité. Elle est riche. C'est l'été, mais l'actualité est toujours très riche. Une rencontre entre les syndicats au complet avec Elisabeth Borne à Matignon. C'est peut-être la reprise du dialogue. On va parler de cette loi plein emploi, mais qui est en fait la loi de préfiguration de France Travail. C'est au Sénat avec déjà des articles votés sur l'obligation des allocataires du RSA de s'inscrire automatiquement. Et ça, c'est une mesure assez intéressante. Et puis, on va parler de la précarisation du travail chez les jeunes, des chiffres qui sont alarmants, puis on terminera par les vacances, parce que c'est quand même, malgré tout, pour certains, le moment des vacances. Véronique Reilsout est avec nous. Bonjour Véronique. Bonjour. Ravi de vous accueillir. CEO de Backbone Consulting. On aura un éclairage de ce que disent les Français de tous ces sujets, ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'actualités, faits divers qui viennent écraser tout cela. Antoine Fouché est avec nous. Bonjour Antoine. Bonjour. Président de Quintet Conseil, ancien directeur de cabinet de Muriel Pénicaud, qui est intervenu récemment encore sur l'alternance. Elle s'est exprimée d'une manière assez vive. Et François Vigne est avec nous. Bonjour François, associé Sycomore Corporate, finance, membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, les EDC. La rencontre des syndicats et de Matignon, on a l'impression que l'histoire bégaie, que c'est l'éternel recommencement avec des syndicats qui entrent, des syndicats qui sortent. Comment les Français regardent-ils ce nouveau round, si on peut appeler ça comme ça ? On va dire que ce n'est pas un éternel recommencement pour eux, parce que pendant quelque temps, les syndicats avaient été un peu, on va dire, démonétisés, ou en tout cas, il y avait moins d'intérêt. Les Français... Là, ils pèsent. Et bien, depuis la réforme des retraites, oui, il y a une réalité qui est, on s'intéresse, on les écoute, donc on fait plus attention. Donc les fameuses déclarations sur les parvis des uns et des autres commencent à prendre... En tout cas, on les écoute. Qu'on soit totalement confiant sur la réalité de ce que ça va donner, c'est un autre sujet, mais on les écoute. Des syndicats relégitimés, en tout cas à l'aune du mouvement social des retraites. Ils ont quand même fixé leur ordre du jour. Pénibilité, emploi des seniors, c'est intéressant ça. Alors, nous, on veut bien parler avec vous, Madame la Première ministre, mais on va remettre sur la table ce qui n'avait pas été traité
dans le débat des retraites. C'est ça que les syndicats disent. Ça va été traité, mais ça va été censuré par le Conseil constitutionnel, et donc c'est pour ça que ça a été que les syndicats s'en emparent. Mais est-ce qu'ils s'en emparent, ou est-ce que en fait ils font malgré eux le service après-vente de la réforme des retraites? On verra bien dans les mois qui viennent la conclusion que les Français, on parlait comme ça, en tireront. Moi, je suis beaucoup plus interrogatif sur la durée de la relégitimation de l'image des syndicats, parce que je pense que pendant éphémère, vous pensez? Je pense que c'est vraiment éphémère. Ils ont été porte-parole d'un mécontentement qui était général contre cette réforme-là. Donc c'est plus les Français qui ont utilisé les syndicats que les syndicats qui ont utilisé les Français. Et donc je pense que dès qu'on aura à nouveau des questions qui vont concerner par exemple que les syndicats, typiquement sur la modalité de représentation du personnel dans les entreprises, les Français en auront absolument rien à faire. On verra, mais un mot et François. Je ne vais pas d'accord, juste un mot. C'est juste qu'en fait, c'est pas tant que l'un ou l'autre se soit utilisé. Les deux sont vrais. C'est plus un sujet de la confiance dans les instances. Et que ça restera. Parce qu'en fait, il y a une défiance sur l'ensemble des instances. Mais moins peut-être sur les syndicats. Mais moins sur les syndicats. Après, ils sont les premiers à dire, les Français disent, j'ai plus confiance en eux, mais ils n'obtiennent pas grand-chose, ils ne sont pas très efficaces. Ils ont apprécié le fait qu'ils étaient plutôt unis et qu'ils n'étaient pas que dans la contradiction. Donc ça restera. Après, ça restera aussi qu'ils n'obtiennent pas grand-chose. François Vigne, je vous ai pensé que je passe du coq à l'âne, mais tout est intimement lié, puisque au moment où ces syndicats sont reçus patronaux et salariaux à Matignon pour remettre sur la table un certain nombre de sujets, le SAV, arrive un nouveau président au MEDEF. 73,6% je crois. J'ai regardé les élections précédentes des autres présidents du MEDEF, femmes, une, et hommes pour la plupart. Ils ont tous été très bien élus, beaucoup mieux élus que Patrick Martin. Est-ce que vous considérez, aux EDC, parce que vous pesez, qu'il a été mal élu ? Non, je ne dirais pas ça. Je pense qu'il y avait deux candidats de valeur, qu'il a réussi à rassembler in fine plus de suffrages, mais il y avait deux candidats de valeur qui avaient d'ailleurs travaillé ensemble. Hein. C'était votre candidat aux EDC ? Nous n'avons pas de candidat aux EDC, nous avons de bons rapports avec les deux. On a bâti depuis plusieurs années une bonne relation avec le MEDEF et avec la volonté d'ailleurs, avec les deux candidats, d'œuvrer ensemble à une économie du bien commun. Et c'est ce qu'on entend poursuivre avec Patrick Martin. On aurait fait la même chose avec évidemment la candidate qui était opposée à lui. Et donc moi je trouve qu'aujourd'hui il y a quand même un bon consensus autour de lui, une équipe qui me paraît unis pour œuvrer ensemble. Et je pense que c'est très utile d'avoir aujourd'hui un patronat de confiance et un patronat qui est la confiance. On voit que l'entreprise a un rôle clé à jouer dans une France extrêmement heurtée, extrêmement divisée. C'est pourquoi je suis très désireux que les syndicats gardent leur légitimité et que le MEDEF puisse œuvrer avec les EDC et avec bien d'autres mouvements ensemble à une économie du bien commun. Antoine Fouché et Véronique, quand même, il y a une étude passionnante qui est sortie il y a quelques semaines sur le regard que portaient les TPE-PME sur les organisations patronales. Le MEDEF a totalement décroché. C'est la CPME qui a repris, je dirais, Ils sont globalement les grandes entreprises, en fait. Oui, mais ils ont aussi... Il est associé aux grandes entreprises. Mais sauf qu'il a aussi dans son giron des petites. Est-ce que le MEDEF, il a encore comme ça cette espèce de splendeur du CNPF, parce que c'était le CNPF qui est devenu le MEDEF. Est-ce qu'il a encore cette aura, le MEDEF ? J'ai l'impression qu'il est démonétisé. Démonétisé, c'est un peu sévère, mais il est comme tous les corps intermédiaires ou comme toutes les organisations collectives qui souffrent d'un mouvement de suspicion dans un mouvement d'individualisation de la société. On a moins confiance dans les syndicats, on a moins confiance dans le patronat, on a moins confiance dans les partis politiques, enfin toutes les organisations collectives. C'est un paradoxe. L'entreprise n'a jamais été autant au centre des préoccupations de tous les... Les petites entreprises, pas toutes les entreprises. Et elle garde la confiance des Français. Elle garde la confiance, c'est-à-dire quand vous avez la proximité, que vous pouvez juger par vous-même, et en fait que vous participez vous-même à la décision. C'est la relation du maire avec les électeurs. Exactement, un peu de la même manière. Exactement. Et donc oui, il a perdu de son influence, mais ça c'est factuel. Et il y est malheureusement pour lui, mais il y est pas pour grand-chose. Sur le dernier quinquennat, par exemple, il y a eu 5 fois moins d'accords nationaux interprofessionnels. Le MEDEF, c'est de l'influence, de la production de normes. C'est du lobbying. Et du lobbying, mais sur la production de normes, post-2017, il n'y a plus de normes. Voilà, parce que c'est une décentralisation, la régulation se fait dans l'entreprise. Et le MEDEF l'a porté aussi. Donc, en un sens, il n'y a plus d'accords nationaux interprofessionnels à faire sur les sujets d'organisation du travail. Et d'ailleurs, il n'en a fait aucun, avec une portée normative pendant 5 ans. Sur la gestion paritaire, qui est la gestion des fonds du patronat et des syndicats, il n'y a plus l'assurance chômage, il n'y a plus la formation, il ne reste que les retraites complémentaires. Et sur le lobbying,
c'est quand même en matière sociale que le MEDEF a toujours été le plus puissant. Et quand vous produisez moins de normes, inévitablement, ça a un effet sur le lobbying. Donc, mais c'est pas lié à la personne ou à l'organisation elle-même, c'est lié à l'évolution de la place des corps intermédiaires dans la société. Véronique Reilsout n'est pas d'accord avec vous aujourd'hui sur un certain nombre de sujets. Vous dites, c'est pas de la faute du MEDEF, et j'ai vu que vous réagissiez. Vous dites c'est un peu de sa faute quand même. Bien sûr, c'est de sa faute. Il y a le sujet du contexte, la réalité des normes qui sont plus complexes, mais le rôle de ce syndicat, il est extrêmement flou, il a une image vieillissante, le sentiment que c'est un entre-soi. Pour les chefs d'entreprise, pour beaucoup, ne voient pas finalement dans le fond en quoi ils sont en train de défendre. L'impression que si on est dans ce petit entre-soi, peut-être qu'il y a des intérêts et que c'est plus du réseautage qu'autre chose. Mais globalement... C'est plus fort qu'il y a 10 ans, ça, vous pensez ? Oui, c'est plus fort parce qu'en fait, il y a une réalité, c'est qu'aujourd'hui, comme il n'y a plus de corps intermédiaire et que l'on recherche un tiers de confiance ou des liens, eh bien, comme il n'y a pas cette partie-là, ensuite la communication, elle fait partie aujourd'hui de la vie d'un syndicat, et la communication, on ne peut pas dire qu'elle soit extrêmement large. On les a peu entendus, on parle de la réforme des retraites, on les a peu entendus, on les a peu vus mouiller le maillot. Donc globalement... dans un contexte électoral. Hein, oui, mais c'était peut-être la meilleure manière d'aider le gouvernement, c'était de se taire. Mais oui, mais là c'est le sujet d'aider le gouvernement. C'est parce qu'il était globalement pour, en fait. Oui, parce qu'il était pour, parce que c'était l'intérêt des entreprises. Mais en fait, c'était juste pour répondre à la question. Moi, je ne dis pas si c'est bien ou mal, je ne porte pas de jugement dessus. Je vous dis juste que les Français, ils ont une image du MEDEF qui est assez floue. Ça ressort, ça, vous l'avez Quand ils en ont une, même. Et quand ils en ont une, quand ils en ont une, pour eux, c'est un peu flou. Ils ne voient pas trop à quoi ça sert. C'est un entre-soi. Et ils se posent même la question, dans le fond, est-ce que c'est vraiment utile, alors qu'ils connaissent plus la CPME, qu'ils connaissent plus la réalité des positions sur les petites entreprises. Voilà, et si on partait au Sénat ? Et si on partait au Sénat, parce que le texte plein emploi a démarré au Sénat pour ensuite aller à l'Assemblée nationale, ce qui se fait de temps à autre. C'est vrai, ça se fait d'ailleurs de plus en plus que le Sénat démarre les débats. La loi plein emploi, François, c'est une loi en fait qui préfigure les bases, les piliers de France Travail, qui va donc déboulonner Pôle emploi pour remettre une nouvelle marque, un nouvel état d'esprit. L'article 1 a été voté, qui oblige les allocataires RSA à s'inscrire à Pôle emploi. Alors, certains membres de l'opposition sont montés au créneau sur les 15-20 heures en disant mais on va utiliser une main-d'œuvre pas chère. Comment vous regardez cette mesure ? Elle est de bon sens quand même d'inscrire les allocataires éloignés de l'emploi à Pôle emploi. D'abord, nous, tout ce qui favorise le plein emploi, nous sommes favorables. Donc ça, c'est la première chose. On pense que c'est très important. Ensuite, tout ce qui favorise également le retour vers l'emploi des personnes qui en sont les plus éloignées, nous y sommes très favorables. Cela donc ça, c'est très bien. Après, il faut toujours se méfier. On sait que c'est pas si facile que ça d'arriver à encadrer des personnes qui sont loin de l'emploi. Donc il va falloir créer des structures. Il ne suffit pas de le décréter pour le faire. Donc, mais vous, les 15-20 heures, vous êtes chef d'entreprise, vous dites... Moi, je trouve ça super. Je vais prendre des allocataires du RSA pour les accompagner sur le chemin de la réinsertion, pour certains. Oui ou non ? Certains, nous ne pourrons pas tous les prendre. Parce qu'il y en a qui sont trop éloignés de l'emploi. Il faut créer des structures pour les permettre de les accueillir. Et donc, il va falloir après... L'effet d'annonce est très bien, l'objectif est très bien. Maintenant, il va falloir rentrer dans la pratique et qu'il y ait des résultats. C'est pour ça que c'est ça qui est vraiment important. Je reviens à la pratique, bien, je suis concret. C'est bien de voter, c'est très bien de faire avancer les lois. Après, il faut aller dans la pratique et mettre ça vraiment en œuvre, et pour qu'après, toutes ces personnes éloignées de l'emploi puissent y revenir. D'ailleurs, la rapporteuse, la sénatrice, a évoqué, ça n'a pas été très médiatisé, de garder le nom Pôle emploi pour ne pas le transformer en France Travail. Parfois, le diable se cache dans les détails. Elle ne veut pas, elle veut garder la marque. Quand même, sur les allocataires RSA, il y a un grand sujet, ils sont payés par les départements. Une partie de ces allocataires sont éloignés de l'emploi depuis si longtemps qu'il ne s'agit même pas de les remettre en emploi, mais simplement de les faire se lever le matin et d'avoir un cadre de vie. Est-ce qu'on n'est pas là sur un projet un peu trop ambitieux ? Je ne dis pas que de bon sens, il n'est pas logique de les inscrire, mais est-ce qu'il n'y a pas, j'allais dire, un taux incompressible de personnes dont on sait aujourd'hui, sans cynisme, qui ne sont pas réinsérables ? Est-ce que je le dis de manière un peu trop dure ? Non, mais c'est sur le fond, je pense que c'est contestable. Enfin, cette hypothèse-là, qui est une hypothèse... Je la pose. Je pense qu'elle est contestable parce qu'on peut dire, avec un accompagnement individualisé, là, pour le coup, le slogan du gouvernement me semble assez juste, personne n'est inemployable. Et je pense que les personnes qu'on peut rencontrer autour de nous, on se dit, mais là, ça va vraiment être difficile. En fait, on peut avoir... Alors, ça prend du temps, hein. Et on peut avoir des évolutions auxquelles on ne croyait pas, et finalement les personnes arrivent à... Donc vous avez cet espoir Oui, mais après... Tout le monde a sa chance. Ce que disait François, ce qui est à mon avis fondamental, c'est que là, ce qui est en train de se faire dans la loi, c'est 1% du travail.
tout va se jouer dans la mise en œuvre sur le terrain. On est d'accord. À accompagner les personnes, à essayer de trouver des activités qui fonctionnent, qui intéressent, qui correspondent à leurs désirs. Quelqu'un qui accueille, qui a la patience d'accueillir, qui a la patience d'accompagner. On est d'accord. Et donc en fait, voilà, il y a beaucoup de communication autour de la loi, mais c'est encore une fois 1% Le du boulot. concret. Et Et l'implication. la formation aussi. Il faut la formation. Il va falloir former. Qu'est-ce qu'en sur disent le terrain que ça va se les faire. Français? Parce que ce débat du RSA, il est à la fois très concret et puis très politique. Oui, Il a été politisé, ce débat. En fait, on va dire que les Français, globalement, mais là, pour le coup, il faut rentrer dans des corpus un peu différents. Il y a les gens qui sont RSA, les entreprises. Enfin, voilà, c'est intéressant d'étudier les différents corpus. À peu près tous sont d'accord sur une chose, c'est l'intention est bonne. Mais C'est ce qu'on évoque. va être la réalisation. C'est ça. Quand on regarde les corpus des chefs d'entreprise, et en particulier des petits chefs d'entreprise, c'est-à-dire quand ils sont interrogés et aussi quand ils s'expriment, ils sont assez dubitatifs sur la réalité de Oui, comment je vais faire? qu'ils en aient envie, oui, mais... Philosophiquement, tout le monde est d'accord, hein. Voilà, mais la réalisation est complexe. Et quand... aux bénéficiaires du RSA, ils ne sont pas forcément contre en soi, mais eux, ils expliquent la difficulté au quotidien. Donc oui, personne n'est employable, mais quand vous habitez loin, quand vous êtes handicapé, quand vous êtes seul... Vous bossez plus. Il faut s'en donner les moyens. C'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas le faire. Je pense qu'il faut quand même vouloir le faire. Et donc c'est très bien que aille dans le sens. Maintenant, il va falloir vraiment aller dans le détail et dans le dur. C'était juste sur le soi-disant Véronique. anecdotique du France Travail. Ouais, parce qu'il n'est pas anecdotique. Pas du tout Mais pour les non. Français. C'est un vrai sujet. Pour eux, France Travail, ça a une symbolique de plein de choses. Et donc, ils ont des... Eh oui. Il y a des vrais débats. Ça dit pas la même Ça dit chose. pas du tout la même chose. Même d'ailleurs au même moment où les Français critiquaient Mais c'est Pôle juste emploi la marque, mais- comme étant une... un Véronique. Pas le même symbole, c'est sûr. Et les Français critiquant dans le même temps Pôle emploi comme une vieille institution qui ne répondait pas aux besoins. Bref, donc il y a un vrai sujet sur la marque. Alors qu'elle n'était pas très vieille. Hein. Le nom n'était pas très vieux. On est d'accord. Un petit mot, parce que je voudrais quand même vous demander si vous allez vous déconnecter pendant les vacances, parce qu'on avait une étude assez sympa sur les vacances, donc ça va vous faire cogiter, parce que vous allez partir, je pense, en vacances, sur la précarisation du marché du travail sur les jeunes de moins de 25 ans. On a des chiffres qui sont assez inquiétants. C'est l'effet Covid. Est-ce que les Français ou les parents interrogés s'inquiètent de la situation de leurs enfants? Les parents s'inquiètent, oui. La jeune génération, ils ont un rapport qui est très différent. On l'entend tout le temps, les difficultés d'embaucher, ils n'ont pas les mêmes valeurs, ils cherchent plein de choses. Enfin, voilà, ils veulent être bien payés, ils veulent du sens, ils ne veulent pas trop travailler, ils considèrent que le boulot n'est plus au centre d'eux. C'est surtout une relation au CDI qui a beaucoup changé. D'ailleurs, il y a une étude de BFM du mois de mai qui explique qu'effectivement, pour eux, ça n'est plus le cœur de leur recherche. C'est-à-dire qu'avant, on cherchait un CDI qui vous permettait d'avoir une perspective. Stabilité. Ils ne cherchent pas ça. Pas du tout leur sujet. Donc c'est un lien avec cette idée de la précarisation. Et ça a un lien. Ils ne jouent plus le jeu du CDI, quoi. Non, ils sont dans une logique. Ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas de CDI, mais globalement, ce n'est pas leur première préoccupation. Et voilà, ils cherchent du sens. Ils sont. Voilà. Ouais. Antoine, Moi, je suis pas François, un mot chacun. C'est ainsi qu'ils Alors, qui l'expriment. commence Ouais, c'est peut-être- Qui envoie la c'est sûr, première comme salve? d'autres choses, c'est ce qu'ils disent, mais c'est pas ce qu'ils font, parce que quand même le CDI c'est la porte d'entrée Oui, oui, mais pour tout, pour les acheter un emprunts, bien appartement, sûr. pour les emprunts, pour s'installer. Donc non, moi j'ai une autre lecture de cette étude-là qui est que c'est une confirmation de plus que collectivement, on a choisi de faire porter notre effort national sur le confort de nos aînés et de sacrifier la jeune génération. Quand vous regardez, et je ne me mets pas dedans, hein, donc je ne suis pas en train de faire un truc victimaire, mais quand vous regardez sur les 40 dernières années, Évidemment. on a diminué en pourcentage de PIB la dépense d'éducation, on a diminué en pourcentage de PIB la dépense de formation, on a diminué en pourcentage de PIB la dépense de politique familiale, et on a multiplié par 2 la dépense de PIB sur les retraites. Mais bien sûr. Et donc, en fait, la Certains ont précarisation pris de la la caisse, jeunesse, quoi. c'est difficile à dire. C'est ça que vous et dites. encore plus difficile à Il y en a qui ont entendre. la caisse sous le bras, quoi. Non, mais C'est ça. c'est un choix collectif qu'on a fait, Ben oui. et pour une raison électorale évidente. 16 millions de retraités, 80% de votants, C'est ça clairement fait dit. 13 millions de... Voilà. Il y a de structure aussi. 9 millions de jeunes, 28% de votants, 3 millions, vous avez 5 retraités qui votent pour un jeune, CQF2, si vous êtes élu, c'est pas sur les jeunes qu'il faut miser. Mais ce qui est tout à fait Bon, juste. bah ça, c'est dit. Mais après, une partie de la C'est aussi précarisation la 30 secondes. proportion d'un qui était population. aussi à la création de dispositifs
parce qu'on a créé plein de dispositifs. C'est vrai. Le fait aujourd'hui de permettre à des jeunes de grandes écoles d'aller en apprentissage fait qu'ils sont aujourd'hui dans un statut précaire alors qu'ils n'auraient pas été autrefois. Donc il y a quand même une part aussi qui est liée à la création de statuts multiples. C'est pour ça qu'on peut avoir intérêt à simplifier les choses et avoir plutôt un contrat qu'une multitude de contrats et de statuts différents. Vous n'aurez qu'un mot chacun, difficile de prendre de vraies vacances. C'est un papier des Échos, c'est juste pour un clin d'œil, puisque vous allez partir, c'est notre dernière émission. Vous déconnectez ou pas? Parce que vous êtes tous des chefs d'entreprise et vous dire, est-ce que vous déconnectez ou pas? C'est-ce que pendant 15 jours, vous dites, je réponds plus à personne? Je suis sûr que non. Non mais moi, à titre personnel, je ne peux pas, je fais de la communication de crise, donc... C'est fait. Donc vous êtes toujours connecté, même en vacances, 24 heures à sur la 24, plage, et vous 7 jours vérifiez, sur on bosse. Antoine, est-ce que vous déconnectez ou pas, vous, dans vos activités? Quand je vais en montagne, oui, de force, et c'est pour ça que j'adore aller en montagne. Mais j'ai pas l'impression, mais d'une façon générale, d'être esclave. D'être esclave. Voilà. Donc la bonne distance. Je réponds en vacances, en week-end ou le soir, quand je pense que ça vaut le coup de répondre. Sinon, on ne répond pas. François, on déconnecte ou pas? Mais je me soigne en la matière. Et par ailleurs, j'aime beaucoup la phrase du général de Gaulle qui disait « Travailler sans cesse rend fou ». Et j'essaye de l'appliquer et donc de prendre suffisamment de temps de vacances et de retrait pour essayer de prendre un peu de hauteur. Mais si on terminait par cette phrase... Et vous allez déconnecter? Je vais à la montagne. Et par obligation, à partir de 2500 mètres, en général, il n'y a plus de téléphone et c'est un bonheur. En revanche, quand je descends, j'avoue, je me rue sur mon téléphone. J'ai honte. Merci. Je vous souhaite de très belles vacances. Profitez bien, déconnectez-vous un peu quand même. Et puis on se retrouve à la rentrée pour de nouvelles aventures. On termine avec Fenêtre sur l'emploi, évidemment, notre dernière rubrique de Fenêtre. Et on accueille notre invité. Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission, pour parler des ressources humaines. Vous me direz c'est normal puisqu'on est dans Smart Job, mais de la technologie, la tech, l'IA au sein des ressources humaines, et on en parle avec Marc Bruzzo. Bonjour Marc. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, directeur général du Business Unit HCM France chez Cegid, qui est l'un des leaders mondiaux sur ce sujet. Ouais. Et vous avez organisé récemment, j'étais aux premières loges, un événement à la Mutualité, salle mythique, Human Connection Cegid, pour parler de tous ces sujets qui nous concernent aujourd'hui, la technologie, l'intelligence artificielle, mais pas au centre, au service des RH. C'est bien ça l'objectif. C'est exactement ça. En fait, on a une fois tous les 2 ans, on réunit l'ensemble de nos clients, nos partenaires, et on dédie une journée à partager sur les grandes priorités, les grands thèmes qui animent aujourd'hui les DRH. Alors nous, effectivement, on est éditeur d'applications dans le cloud, qui aident au quotidien les directions des ressources humaines dans leur mission et dans leur challenge. Donc on a besoin de ce contact avec nos clients pour bien comprendre quels sont les sujets qui les occupent aujourd'hui. Juste d'un petit mot, rien que sur la paix, qui est un peu le sujet qu'on met de côté. On se dit, oh, la paix. La paye. La paye, c'est un sujet fondamental. Avec des outils, avec de la technologie, et surtout avec un travail chez Cegid qui est incroyable, c'est de coller au plus près les transformations, alors légales, qui viennent évidemment de l'État et du gouvernement. C'est un travail de titan. Ah oui, mais ça c'est un travail qu'on adore aussi. Cœur de métier. Ouais, ça fait partie de notre ADN chez Cegid. Ça fait des décennies qu'on est des pros de la paye. Donc nos secrets, c'est qu'on travaille très en amont, proche des administrations, pour comprendre qu'est-ce qui va arriver et s'y préparer au mieux. Il faut être très proche, hein. Il faut les suivre de près. Hein. Exactement. Et Dieu sait qu'il y a plus on cherche à simplifier et plus ça rajoute exactement ça. Des cahiers des charges et des choses à faire. Sachez que, Arnaud, l'année dernière, en tout cas en 2022, sur l'année entière, 60 changements qui impactent le bulletin de paye. 60 dans l'année. Il faut voir un bulletin de paie, voir à quoi ça ressemble, c'est quand même pas rien. Et puis il y a des outils, alors ça c'est intéressant parce qu'on va rentrer là dans l'IA, dans la tech. Cegid grandit, se développe, s'adapte aussi. Il y a 2 nouvelles pépites qui viennent de rejoindre le groupe Cegid, je voulais qu'on en dise un mot, Witifit et Digital Recruiters. Ouais. Peut-être commencer par Digital Recruiters parce que c'est l'enjeu central qui a animé notre saison, les pénuries de recrutement, la difficulté de recruter et la difficulté de mettre en relation l'offre et la demande. J'ai le sentiment qu'avec votre pépite, on accélère et on qualifie plus précisément l'offre. Effectivement, on a dans Cegid et dans HCM la volonté d'acquérir des startups, en tout cas des entreprises qui ont lancé sur le marché des choses innovantes, qui amènent de la valeur au marché à nos clients. Donc c'est le cas de Digital Recruiter. Digital Recruiter, c'est une application faite pour répondre à un enjeu qui est majeur. Je pense qu'on vous en parle tous les jours
Je confirme. Le recrutement. Aujourd'hui, je crois qu'il y a la moitié des organisations RH qui disent que c'est leur sujet numéro un. Numéro un. Elles n'y arrivent pas. Elles n'y arrivent pas. Elles n'arrivent pas à sourcer, elles n'arrivent pas à recruter. Donc Digital Recruiter, c'est un outil qui aide énormément ces organisations à recruter mieux et plus vite. Alors, 2-3 ingrédients qui font le succès de cette application. Le premier, c'est quand un candidat vient sur votre site carrière, il faut qu'il candidate. S'il est dans le profil, il faut qu'il candidate. Faites le test vous-même, allez sur des sites carrière et voyez la facilité ou pas qu'il y a. Dans beaucoup d'expériences sont trop compliquées. Avec Digital Recruiter... CV, photo CV. Photo CV, vous mettez ça dans l'application. On l'envoie. C'est fait. Et ensuite, on est géolocalisé dans la zone. 2, exactement. On géolocalise. Alors, par exemple, à Connection RH, il y avait la responsable du recrutement d'une grande entreprise de lunetterie, je ne sais pas si on dit comme ça, 400 magasins en France, qui cherchent à recruter annuellement 400 opticiens diplômés. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, elle n'y arrivait s'est pas. reintée à avoir 500 CV. 500 CV pour recruter 400, c'est compliqué. Aujourd'hui, elle en a 2 fois plus. Pourquoi ? Parce que tous les opticiens qui vont désormais sur leur site voient avec qui ils vont travailler, où ils vont travailler. Vous voyez, ce n'est pas que des messages corporate, c'est aussi l'équipe, le magasin, la photo. Ils mettent les opérationnels, les managers au cœur du recrutement. J'allais le dire, qui eux-mêmes doivent aussi s'emparer et s'emparent d'ailleurs de plus en plus de l'outil. Un petit mot avant de nous quitter, Witifit, c'est intéressant parce qu'on a aussi besoin, et ça c'est un autre sujet qu'on a traité longuement dans nos émissions, la qualité de vie au travail, la QVT. C'est-à-dire, je me sens bien, je me sens pas bien, je suis stressé. Witifit adresse ce sujet. Exactement. En fait, les 2 priorités des DRH aujourd'hui, c'est recruter et puis 2, fidéliser, retenir les talents qu'on a. Et pour les retenir, il faut déjà savoir comment ils vont, comment ils se sentent dans l'entreprise, quel est leur niveau d'engagement. Vous savez qu'il y a une étude récente faite par la NDRH qui dit que seulement 1 collaborateur sur 4 se projette à terme dans l'entreprise. Donc il y a un gros enjeu aujourd'hui pour les organisations qui est comment j'engage, je réengage, je fidélise, je donne de la perspective, je donne du sens à mes équipes, à mes collaborateurs. Et Witifit, c'est un outil qui permet de mesurer ça, et surtout de bâtir les plans d'action pour réengager les individus et les équipes. Merci Marc Bruzzo, c'est Gide au cœur des enjeux, vous l'aurez compris, tech, IA avec l'humain, parce que ça c'est vraiment votre baseline, l'humain au centre. C'est un vrai plaisir de terminer notre saison avec vous. Directeur général Business Unit HCM France, c'est Gide. Merci à vous évidemment, merci à Marc Bruzzo et merci à tous les invités, les centaines d'invités qui nous ont rejoints ici sur ce plateau. Je voulais remercier les techniciens parce qu'ils nous ont accompagnés avec beaucoup de professionnalisme. Je remercie aujourd'hui Romain Luc, mais je remercie Raphaël, je remercie Ulysse, je remercie évidemment Saïd, je remercie Thibaut aujourd'hui au son et tous les ingénieurs du son, Héloïse en particulier qui nous a accompagnés. Je remercie Nicolas Juchat, évidemment incontournable, ainsi qu'Alexis, notre ami Alexis qui nous a accompagnés avec rigueur. Et puis je remercie les maquilleuses, oui les maquilleuses qui nous ont rendu beaux pendant toute l'année et que j'embrasse. Merci à vous, merci pour votre fidélité. On est en retard, me dit Nicolas Juchat, mais c'est un peu traditionnel. Je vous dis bel été, restez connectés à nos programmes parce que vous aurez évidemment toutes les rediffusions de la saison de Smart Job. Et puis je vous dis à la rentrée évidemment pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien d'ici là. Bye bye.